toutes et à tous. Nous sommes ravis avec l'association d'Hypatie de continuer à recevoir des personnes atypiques dans nos Zooms de présentation. Et ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir une personne que j'ai connue sur Facebook, sur des réseaux un petit peu, on va dire, alternatifs, qui va nous présenter quelque chose, une théorie, on va dire, qui semble être parmi les plus, je vais employer le terme, parmi les plus complotistes qui puissent exister. Et finalement, c'est ça qu'on aime chez Hypatie, c'est se poser des questions, ne jamais rien prendre pour argent comptant. Mais se poser des questions, ça ne veut pas dire adhérer, ça veut dire écouter et essayer de comprendre. Donc ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir monsieur Didier Lacapelle. Bonsoir Didier. Bonsoir. Alors ce soir, on t'accueille pour une présentation de... tu vas nous initier, on va dire, tu vas nous présenter ce que c'est que le ressentisme. Alors est-ce qu'on pourrait d'abord donner une définition de ce terme? Alors le ressentisme, déjà c'est un terme que moi j'assume, qui est beaucoup utilisé par les détracteurs en fait du courant. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est quand même un terme qui veut bien dire ce qu'il veut dire et qui est assez clair. À la place de ça, on a beaucoup de gens qui utilisent des noms en copyright. L'équipe russe la plus connue, qui est celle d'Anatoly Fomenko, a copyrighté le terme de nouvelle chronologie. Il n'est pas le premier à l'utiliser. Il y a aussi des gens qui avaient utilisé le terme de nouvelle chronologie pour la chronologie antique égyptienne. Je pense à David Rohl, c'est un ancien chanteur d'ailleurs qui a eu tellement de succès avec un 45 tours qu'il est devenu égyptologue avec le pognon. Voilà, enfin donc il se bataille un peu sur la paternité des noms. En France, il y a un courant qui a bien marché, c'est le courant de la déprogrammation, qui en fait fait pas forcément tant de travail sur l'histoire que ça, qui est plus là en fait pour nous montrer les faux, on va dire les falsifications historiques, comment la biographie d'un personnage du 19e a été copiée sur un autre personnage, comment on a falsifié l'histoire des Indiens d'Amérique, des Chinois, etc., à travers les sociétés comme les jésuites ou autres. C'est pas exactement ce à quoi je m'attelle, puisque je dirais que débunker, on va dire, les falsifications, c'est plus un début. Moi, je pense que c'est intéressant aussi d'essayer de reconstruire quelque chose et de retrouver un passé, parce que il faut aussi savoir comment on en est arrivé là, pourquoi il y a des catholiques, il y a des protestants, il y a des juifs, il y a des musulmans. C'est bien arrivé, il y a bien une raison qui fait qu'on a un peu là, une base commune et finalement pas mal de différences. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment on n'était pas d'accord sur la façon dont ça s'est opéré? Et je dirais l'avantage avec la religion, qui est un peu mon sujet préféré, c'est que c'est quelque chose qui tient tellement au cœur de la vie des gens que c'est pas quelque chose que vous pouvez falsifier comme ça et que les gens vont accepter spontanément d'endosser. C'est-à-dire, tu peux, par exemple, dire on n'est pas allé sur la Lune, et les gens vont te dire mais si, on est allé sur la Lune. Regardez, en 1969, avec des calculatrices de la puissance d'une Casio d'aujourd'hui, on était capable de faire atterrir un module lunaire à plusieurs centaines de milliers de kilomètres de chez nous, à une précision infaillible. Et pourquoi pas, hein, après tout. Il y a des gens qui y croient, il y a des spécialistes mathématiciens qui pensent que c'est possible. Euh, Donc c'est ça en fait. mais ça, c'est quelque chose qui est pas de l'ordre de la croyance collective religieuse. Je dirais c'est plus une façon de relier une population à un moment donné. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il y a eu des gens qui ont essayé de débunker un peu la chose en disant on n'est pas allé sur la Lune parce que c'était pas possible et ça a été fait en studio. D'ailleurs, j'ai les preuves. C'était Kubrick. Il y a même eu un faux reportage qui était passé sur Arte pour faire croire que c'était un faux, mais qu'en réalité, les gens qui croyaient que c'était un faux étaient réellement ceux qui étaient abusés.
Oui, c'est une double fake Voilà, news. c'est une espèce de double twist, voilà. Mais au fond, je dirais, c'est pas quelque chose qui est assez fondamental dans la vie des gens pour définir réellement ce qu'est une culture. Moi, je me suis attaché à la religion parce que je pense que c'est vraiment au cœur de ce qui importe aux gens. Peut-être un peu moins en Occident, mais je pense que pour des gens qui sont protestants, juifs ou musulmans, qui sont en général beaucoup plus attachés à la religion que les catholiques romains, il y a une très forte connaissance des textes. C'est-à-dire, aller voir dans une église évangélique, il y a des gens qui connaissent très très bien les textes. Aller voir chez les musulmans, il y a des gens qui connaissent très très bien le Coran, et aller voir chez les juifs, il y a des gens qui connaissent très bien le Talmud et qui connaissent très bien la Torah. Donc si on cherche à travers ces textes-là à retrouver une histoire, je pense que ça peut tout à fait les intéresser. C'est d'ailleurs un champ qu'a pas du tout exploré Fomenko, peut-être parce que c'est pas dans sa culture. Bon, lui, il a vécu à l'époque communiste, hein, donc Alors, pour te couper, oui. Didier, Fomenko, alors, bon, je voulais revenir un petit peu pour être clair. Cette discipline, je ne sais pas si on peut l'appeler une discipline ou une théorie, euh, euh, dit en réalité que, pour être clair, que notre histoire est fausse. En tout cas, la chronologie de notre histoire est fausse et qu'il existe plusieurs, euh, comment on pourrait appeler ça, des rebonds dans l'histoire de personnages qui ont vécu exactement la même chose, mais qui s'appellent différemment. Alors là où c'est intéressant quand même, c'est que ceux qui prétendent de cette théorie, alors qu'on l'appelle le récentisme, qu'on l'appelle la nouvelle chronologie, qu'on l'appelle la déprogrammation historique, tout ça sont que des noms, mais dans l'idée, c'est un petit peu la même chose. La chronologie de notre histoire est fausse. Alors ce soir, on ne va pas s'atteler à imaginer pour quelles raisons on voudrait nous faire vivre dans une histoire fausse. Ça, après, c'est chacun pourrait. Je te remercie parce qu'effectivement, c'est une question à débunker. Je pense que j'ai une diapo là-dessus. En général, quand on cherche à te lancer là-dessus, c'est qu'on veut pas s'intéresser au sujet. Il faut être clair. Hein. La Voilà. personne Par ne contre, ce qui est s'intéresse pas au intéressant, récentisme. Elle est là pour remettre en cause les fondations du truc. Hein. voilà, à la limite, voilà, on pose des questions quand même. Hein. C'est un petit peu ton travail. Tu t'es passionné. Moi, ce dont je me suis aperçu, c'est que dans ce milieu, ben, il y a pas beaucoup de gogo, quoi. Hein. C'est pas des gens qui sont adeptes de la théorie de la Terre plate ou des choses comme ça. Hein. Tu parlais d'Anatoly Oui, il y en Fomenko. a beaucoup plus que tu ne penses. Alors, c'est possible, en tout cas, ceux que je connais, ceux que je connais petitement, comme ça. Hein. Fomenko, c'est un grand mathématicien russe. Euh, on a, on a d'autres personnes comme ça en France. Je connais un certain Sylvain, dont je ne donnerai pas le nom de famille, mais qui est professeur. Toi, tu es pharmacien. Enfin bon, on n'est pas. À l'origine, il y a des gens qui sont un petit peu érudits et qui ont fouillé la question de façon sans doute un peu scientifique. Euh, les archives, dans ce milieu, il y a aussi Maurice, le, comment qui a un pseudo, Ulrich Valromé. Je crois qu'il est archiviste, euh, si j'ai bonne mémoire. Bon, il y a des gens quand même qui ont Qu'il est derrière banquier, on va vérifier. un bagage, ou un banquier, oui, un bagage, je dirais, voilà, culturel ou scientifique, et qui disent pas ça comme une lubie ou une autre façon de se rendre intéressant. Toi-même, tu as fait des recherches et des recherches très poussées pour découvrir que il y a des questions à se poser sur telle ou telle période, tel ou tel personnage dans l'histoire, n'est-ce pas? Oui, ta question, elle est très ouverte. Hein. C'est un peu le sujet de tout le diaporama. Donc moi, évidemment, je vais faire un carottage. Hein. Je vais pas
Je vais pas parler de tous les sujets que j'ai pu un peu aborder dans mes recherches. Je vais essayer de présenter les choses de telle manière que vous ayez un aperçu finalement assez représentatif de ce que représente la recherche récentiste, des différentes écoles de pensée, de ce que moi j'ai pu chercher, parce qu'après tout, ce que je connais le mieux, c'est ce que moi j'ai pu chercher de mon côté. Je suis pas absolument très au fait des dernières trouvailles de Fomenko parce que il publie en russe et que moi je lis pas le russe, hein. On a des copains qui lisent le russe, mais c'est pas mon cas. Il y a beaucoup de gens qui écrivent en allemand. Moi, je parle pas l'allemand, donc je suis souvent en attente de traduction pour pouvoir un peu savoir où j'en suis. Heureusement, je lis pas mal l'anglais, donc ça me permet d'avoir des versions anglaises qui sont en général les premières à sortir et de faire un peu je veux dire, un digest de tout ce que je peux lire. Et l'idée, c'est un peu d'aller au-delà de ce qu'a pu dire l'auteur. Moi, j'aime bien travailler à partir de sources secondaires. D'abord parce que travailler sur source primaire, ça prend énormément de temps. C'est un temps qu'on n'a pas, hein. On a tous un travail et une vie personnelle à côté. L'avantage de reprendre le travail de gens qui ont déjà travaillé sur un petit aspect qui est pas forcément d'ailleurs totalement récentiste, mais qui peut être connexe parce que ça peut être un sujet qui s'y rattache. Quelqu'un qui s'intéresse à la chronologie de l'Église primitive va pas remettre en cause dire l'idée que c'est que c'est fixé au 1er, 2e siècle de notre ère, donc il y a 2000 ans. Mais au moins sur sur cette période courte, il peut avoir une chronologie qui est relativement intéressante et assez bien argumentée. Donc après, il n'y a plus qu'à reprendre finalement et à transposer, à le remettre plus près et voir dans quelle mesure ça peut se rabouter à des choses qu'on a trouvées au 15e, au 16e siècle, qui ferait que tout cela serait beaucoup plus proche de nous finalement. Écoute Didier, je vais te laisser faire ta présentation. Alors encore une fois, hein, dans notre association, nous on aime bien écouter tout le monde, tous les gens qui parlent avec sincérité et ben on les écoute et c'est en ça qu'on te donne une plage ce soir quoi. Voilà, donc je te laisse présenter ton diaporama et puis on a une petite heure à passer ensemble quoi. Voilà. Ouais, je te remercie, je passe ça tout de suite. Alors, j'ai commencé par la question dont tu m'entretenais. Pourquoi est-ce qu'ils auraient fait ça? Alors, la question, elle est intéressante en soi, mais en fait, ça permet aussi de ne pas s'intéresser à la question récentiste. Et c'est deux questions totalement séparées, évidemment, puisque le côté technique, qu'est-ce qui fait que, par un raisonnement un peu subtil, on peut arriver à rapprocher tous ces événements, et quelle peut être la raison pour le faire? Bon, alors, la raison, c'est que l'histoire, ça commence à exister en tant que discipline à part au XVIe siècle. Et je vous ai mis un extrait d'un monsieur qui s'appelle William Sterling, qui écrit en 1897 et qui nous dit, alors excusez-moi, j'ai un petit souci, voilà, qui nous dit, Strokius dit que Scaliger fait de la chronologie l'âne de l'histoire. Il tire la plupart de ses principes de l'astronomie. Et derrière, il nous dit, selon ces autorités, l'histoire est un simple accessoire de la chronologie et occupe une place inverse de celle que nous avons coutume de lui accorder. Selon eux, la chronologie doit d'abord être établie, puis une série d'événements doit être trouvée. Je pense que c'est mieux comme ça, pour la remplir, que la chronologie affecte l'histoire ancienne semble indiscutable, et il y a toute raison de croire que l'éminent Scaliger ne se trompait pas en exaltant la chronologie comme guide spirituel de l'histoire. Donc la chronologie, c'est un guide spirituel pour faire de l'histoire, c'est-à-dire qu'il commence par établir sa chronologie, et après, il fait de l'histoire. Donc ça permet un traitement statistique. Donc, pour préciser, Didier Scaliger, pour ceux qui ne savent pas, je crois que c'est un petit peu C'est le père de l'histoire, ouais. Le papa de la discipline, l'histoire. Voilà, c'est Jules César Scaliger était le père de Joseph Scaliger, et les deux ont participé, on va dire, à l'élaboration d'une grande chronologie.
historiques. C'est les premiers à proposer des compiles, en fait, des événements de l'histoire longues, avec le principe des trois empires. Alors, je pense que les trois empires, en ce qui le concerne, c'était Babylone, la Grèce et Rome. Voilà, mais on a évidemment beaucoup d'autres choses, puisque depuis, on a pu retrouver d'autres doublons, d'autres triplets. Il y a plusieurs fois Rome, il y a plusieurs fois la Grèce et plusieurs fois Babylone. Ça se voit d'ailleurs récemment, parce que on a doublé Babylone avec les Assyriens, avec Sumer, avec les Akkadiens, et tout ça, c'est finalement un peu la même chose. Donc chez les Russes, ils ont trouvé par un traitement statistique on avait affaire à des doublons, voire des triplets dynastiques. C'est pas mal lié à la durée de règne des différents rois. Alors c'est pas à l'année près, mais en général ça donne une forme, c'est-à-dire que euh, lorsqu'un roi a régné longtemps et que le suivant a régné moins longtemps, on retrouve toujours la même séquence dans le parallèle à une autre époque. C'est un peu l'idée. Ça donne des espèces de courbes en pic qu'on peut mettre en parallèle deux à deux. Je vous en ai pas mis d'exemple, hein. Alors, l'historien, qui est évidemment notre grand adversaire, il a une grande connaissance des sources primaires, des sources secondaires, que sont les chroniqueurs d'époque, les sources tertiaires, qui sont d'autres historiens, des spécialistes d'études bibliques, les sources primaires étant les chartes, hein, par exemple, hein. Mais malheureusement, l'historien, il est spécialiste, c'est-à-dire qu'il suppose qu'il n'y a pas d'erreur en dehors de son champ de travail. C'est-à-dire que très souvent, on voit des gens écrire des bouquins en expliquant que j'ai observé dans ma discipline qu'il y avait une petite erreur, mais il suppose toujours que en dehors de son champ d'expertise, tout est correct. Évidemment, c'est pas le cas, et évidemment, ça chamboule tout. Euh, il a aussi le problème d'être obligé d'élaborer sur la base d'un paradigme disciplinaire. C'est-à-dire que quand bien même il a trouvé une petite erreur, il faut qu'elle soit pas trop grosse, parce que si elle est trop grosse, il commence à se mettre les gens à dos, et il a du mal à trouver du travail. Comme son directeur de thèse, par exemple, quand on prépare une thèse, il vaut mieux pas trop dire autre chose, quelque chose qui contredit le directeur de thèse. Évidemment, quand on tombe sur des choses un peu inexplicables, ça reste inexpliqué. Je donne un truc tout bête, par exemple. Pourquoi est-ce que les prêtres de l'ancien temple de Jérusalem s'appellent les Cohen et que les chefs de guerre mongols au Moyen Âge ils s'appellent les Khan? En fait, ça s'explique assez bien, mais il faut le remettre dans le contexte, évidemment. Il y a d'ailleurs plein de noms un peu similaires à Cohen, hein. Il y a les Cowan d'Écosse qui, en théorie, ne peuvent se marier qu'avec des Cowan, et on ne sait pas pourquoi, puisqu'ils sont pas juifs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les Cogans ou les Conans en Bretagne, les Koenig en Alsace, tout ça un peu, on va dire la transformation des anciens membres de la caste Cohen. Les curiosités non explicables, alors je vous en ai donné quelques autres. Bien connus, les Égyptiens, c'est un peu absolument merveilleux. Ils ont bâti les pyramides avec des outils en cuivre parce que c'est totalement impossible. Les outils en cuivre sont trop mous et on n'est pas capable de tailler de la pierre avec des outils en cuivre. Mais comme ils avaient que ça, c'est qu'ils ont bien dû le faire comme ça. Donc on se retrouve dans une espèce de serpent qui se mord la queue. Les Égyptiens sont le peuple prodigieux qui construit des pyramides avec des outils en cuivre, alors que c'est impossible. La version alternative, c'est que c'est pas les Égyptiens qui ont bâti les pyramides, ce sont les extraterrestres. À mon avis, la solution elle est plus simple, c'est que les Égyptiens ont bâti les pyramides avec des outils autres. Voilà, ils avaient une autre technique et ils n'ont pas taillé des pierres avec des outils en cuivre. Les prêtres juifs Cohen portent les mêmes noms que les Khan mongols. Quelque chose que vous pouvez observer. Alors ça, c'est au Musée des Archives nationales. Vous avez exposé le sigil de François Ier qui a vécu au XVIe siècle. Et c'est amusant parce que sur le net, j'avais trouvé le sigil de Charlemagne. Il a pratiquement la même tête. C'est une espèce de carré avec quatre branches qui portent chacune une lettre.
Voilà, et ça, c'est censé, on va dire, être une espèce de signe dans lequel on inscrit son prénom. Alors, il y en a un, c'est Carolus, l'autre, il a mis, je sais pas moi, François ou Francescus peut-être. Le retour à la mode. Tout à coup, à la Renaissance, on s'est remis à mettre des vêtements, à utiliser l'armement et à bâtir des immeubles exactement de la même façon qu'on le faisait dans l'Antiquité romaine. Euh, le cas romain n'est pas le seul. Il y a aussi une légende comme quoi la 25e dynastie égyptienne aurait remis au goût du jour des noms, des prénoms, une architecture, un style littéraire qui était typique de la 5e dynastie. Et les doublons dans l'Égypte antique sont absolument légion, puisque vous trouvez des gens qui vont faire un parallèle entre la 6e et la 12e, entre la 6e et la 15e, entre la 18e et la 25e, qui est donc aussi la 5e. Enfin, on n'en finit pas de trouver des doublons à l'Égypte antique. Également, on s'étonne qu'on a beaucoup de littérature grecque ou romaine dans l'Antiquité, et tout à coup, on a ce qu'on appelle le petit âge sombre. On ne sait pas ce qui se passe pendant plusieurs siècles, entre le 5e siècle, la fin de l'Empire romain authentique, avant que les Goths prennent le pouvoir, et la Renaissance. On trouve finalement très peu de textes. On a quelques chroniques qui sont attribuées à Grégoire de Tours, par exemple, mais finalement très très peu de sources. Et on redécouvre la littérature à la Renaissance. Le trait d'union aurait été fait par les Arabes, qui nous auraient transmis les connaissances de l'Antiquité pour nous les redonner à la Renaissance. On a un auteur qui s'appelle Sylvain Guggenheim, qui n'est pas récentiste, qui avait écrit un ouvrage qui s'appelle Socrate au Mont-Saint-Malo. Peut-être Socrate ou Aristote, je ne sais plus. Et il nous avait dit, mais pas du tout, on n'a jamais oublié les penseurs grecs au Moyen-Âge. Tout le monde en parlait, on n'avait absolument pas besoin des Arabes pour nous les amener. D'ailleurs, on peut se poser un peu la question, comment les Arabes ont-ils fait pour nous amener tous ces penseurs grecs de l'Antiquité et oublier de nous amener le Coran? Voilà. Coran qui apparaît en Europe au milieu du XVIe siècle. Donc, comme je vous ai dit, tout ça, c'est des concepts d'historiens, mais qui en fait n'ont pas forcément de réalité concrète. On parle d'âge sombre parce qu'on veut respecter la chronologie scalligérienne. Et on parle de Moyen-Âge parce que, dans le fond, on ne sait pas très bien. C'est ce qui se trouve entre l'Antiquité et la Renaissance, une période que certains veulent très riche, mais dans laquelle ils ne savent pas quoi mettre. Alors, l'inverse de l'historien, c'est le récentiste. Alors, on n'est pas très nombreux, alors qu'il y a des milliers d'historiens dont c'est le métier et qui se succèdent de génération en génération. Voilà, on est amateur. Nos méthodes sont totalement fantaisistes, puisqu'évidemment, on ne va pas à la source. On utilise essentiellement des analogies, comme je viens de le faire. On a souvent des connaissances approximatives dans beaucoup de domaines, ce qui est mon cas, je dirais. Je n'ai pas la prétention d'être un spécialiste en quoi que ce soit, ni en études bibliques, ni en histoire médiévale, ni en histoire de la Renaissance, ni en Antiquité romaine. Mais j'ai quelques petites connaissances un peu sur tout ça, donc je peux arriver à mélanger un peu beaucoup d'aspects de ces choses pour trouver des choses un peu surprenantes finalement, sur lesquelles vous trouverez toujours à redire, c'est évident, parce que on va souvent faire des petites confusions, on va attribuer le texte de l'un à l'autre, on va être imprécis, mais dans le fond, c'est pas très grave, parce que ça nous permet quand même d'avancer sur des choses très intéressantes. Comme je vous disais, on ne connaît pas les livres d'historiens forcément, on ne connaît pas les sources primaires, on ne connaît pas les ouvrages des spécialistes d'études bibliques, sauf quelques-uns qu'on a choisi d'étudier exprès. Et je vous reconnais une chose, pour les gens qui souhaiteraient m'attaquer sur mes conclusions, tout ce que je dis est faux. Je change d'avis tout le temps. Voilà, donc moi, c'est une proposition que je vous fais.
à un moment donné, en fonction des éléments que j'ai pu apporter. Si vous pensez que les éléments peuvent être interprétés de façon plus élégante et plus conclusive d'une autre façon, n'hésitez pas à le dire. Après, ça nécessite de s'investir un peu. Voilà, alors les récentistes, ils sont pas uniques. Les premiers récentistes, souvent aussi de Jean Hardouin, qui est un jésuite qui écrit au début du XVIIIe siècle. Et c'est très étonnant parce qu'au début du XVIIIe siècle, Jean Hardouin nous disait, mais qui est cet Augustin? Qui est ce Jérôme? Qui sont ces pères de l'Église dont on n'avait jamais entendu parler avant? Euh, En fait, probablement parce qu'on vient d'inventer Jérôme à partir d'Erasme de Rotterdam, par exemple. Augustin doit d'avoir été inventé à partir d'un Augustin de la même époque. Il y a plusieurs candidats. Moi, j'étais plutôt favorable à Agostino Chigi, qui a vécu au XVe siècle dans la ville de Sienne, mais il y a d'autres Augustins possibles. Ce qui est notamment, ce que je pense, c'est qu'à mon avis, il croit à l'existence de Jérôme et d'Augustin, mais il les connaît sous d'autres noms. Euh, Ardouin, ce qui est très étonnant, c'est qu'il estime que la Vulgate de Jérôme est un faux, ça n'a jamais existé, que des Bibles comme la Septante, la Bible du roi Jacques, enfin toutes ces choses-là, qui sont pas authentiques, qui sont falsifiées. Lui, il défend quelque chose qui s'appelle l'ancienne Vulgate en latin. Et là, c'est très étonnant parce que il y a une dizaine d'années de ça, il y avait des références sur le net à l'ancienne Vulgate en latin dont on disait qu'il ne restait plus que des bribes euh, dans d'anciens manuscrits et qu'on ne savait plus vraiment ce qu'elle contenait. Il n'y en a pas d'autres. Donc, il n'est pas possible de savoir de quoi parle Jean Hardouin. Il y a une Vulgate en latin et je ne sais pas ce qu'elle dit, en fait. Même époque à peu près Isaac Newton, bien connu, qui était bien entendu physicien, astronome, mais il était aussi historien à ses heures perdues, surtout vers la fin de sa carrière. Il a critiqué l'ancienneté de la Grèce, mais curieusement, il n'a pas critiqué l'ancienneté des Romains, en disant qu'ils étaient beaucoup plus récents qu'on ne le pense. Euh, je fais une petite explication à ça. Peut-être que lui vivait à l'époque de Rome et qu'on n'avait pas encore inventé la Rome antique à son époque. Ça, c'est possible, hein. On a aussi donc des auteurs qui s'attachent, on va dire, à reconstruire la chronologie avant Jésus-Christ et à la faire plus courte que celle qu'on a donnée. Alors, il y avait déjà plusieurs chronologies égyptiennes. On connaît la chronologie longue de Flinders Petrie, qui est la plus longue de toutes. Et il y a une chronologie moyenne sur laquelle les gens s'entendent à peu près, et une chronologie courte qui était probablement la première qu'on a donnée. Et aujourd'hui, on a des gens qui font des chronologies très courtes, comme David Roll, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure avant le live, qui s'intéresse pas qu'à l'Égypte, il s'est aussi intéressé à l'Ancien Testament, il a essayé de faire des recoupements avec l'histoire de l'Égypte. Peter James, qui est peut-être un peu plus connu, Donovan Courville, qui est lui un peu plus ancien. Donc, c'est comme je vous disais, ils ont tendance à rapprocher des dynasties entre elles, mais c'est jamais les mêmes, hein. Ça va être la 6e et la 15e, la 6e et la 12e. Peut-être qu'on en trouvera. On en tirera quelque chose. Après, le défaut, c'est qu'évidemment, comme il travaille uniquement avant Jésus-Christ, s'il faut rajouter 3000 ans aux dates qu'il propose, on va trouver autre chose. Velikovi, lui, il travaille, il a fait 3 volumes de la série Edges and Chaos. Il y en a un qui est sur. Alors, tout en trait à la Bible en général, parce que c'est un type qui est très intéressé par la Torah notamment. Et il s'est intéressé d'abord à l'Égypte, un peu à la Grèce et ensuite à la Perse. Le premier volume sur l'Égypte a été traduit en français au Jardin des Livres. On a aussi l'équipe d'Allemands, Gunnar Heinzo, qui a été traduit et son travail poursuivi par un Anglais qui s'appelle Emmett Sweeney.
ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils font ce travail, on va dire, de récentisme avant Jésus-Christ. À une zone, il dit par exemple que les Sumériens n'ont jamais existé. Ce qui est très possible, hein. Sumer, c'est un nom qui est inventé par un archéologue qui s'appelle Samuel Kramer au 19e siècle. Avant, personne n'appelait les gens qui écrivaient en cunéiforme les Sumériens. D'ailleurs, il y a plusieurs formes de cunéiforme. Ils écrivent tous pareil, mais ils sont tous censés vivre à 1000 années de distance, que ce soit les Sumériens, les Akkadiens, les Néo-Assyriens, les Perses. Tout le monde écrit en cunéiforme. Il y a aucun progrès sur le plan de l'écriture entre ces différentes civilisations. Il faut savoir donc que Heinzon et Sweeney, ils ont aussi travaillé sur le champ du Moyen Âge. Sont partisans de la théorie des siècles fantômes entre 600 et 900. C'est notamment toute la période de l'islam classique. Ils sont un peu politisés, je dirais, dans la frange néoconservatrice, plutôt du côté de Bush, on va dire, que du côté de Saddam Hussein. Du coup, c'est parfois un peu pénible à lire. Et ils suivent un auteur original qui est l'auteur allemand Heribert Illig, qui lui ne travaille que sur ces siècles fantômes, alors que Heinzon et Sweeney ont un peu une double casquette, puisqu'ils sont aussi Égypte antique et Mésopotamie. Un autre Allemand, Uwe Topper, lui, c'est la théorie des 1000 ans de trop. La plupart des auteurs allemands et surtout Topper ont été cités par François de Sart dans un ouvrage de vulgarisation en français qui a un peu mis le feu aux poudres chez nous. C'est sorti en 2006 et ça s'appelait Mais où est donc passé le Moyen-Âge? Alors François de Sart, contrairement à ce que son nom indique, est allemand, hein, mais il est parfaitement francophone. Voilà, et c'est un ami d'Uwe Topper. Et l'idée, c'était que tout ce qui avait lieu en 450 était arrivé en réalité en 1450. Alors, on a un peu travaillé dessus, c'est un petit peu plus compliqué que ça quand même. Si on pouvait se contenter de cette explication, on serait déjà très rassuré. Ça a été repris en partie chez Fomenko, puisqu'il a tendance à penser que le 1, euh, en- au début des millésimes des années, pouvait avoir signifié, d'abord c'était un i à l'origine, comme dans les chiffres romains. Mais enfin, ceci dit, moi ça me dérange pas parce que les chiffres romains à l'inverse utilisent des lettres. Donc pour dire un, on utilisait le i. Donc le fait de le retrouver dans les chiffres arabes ne me gêne pas tant que ça. Mais lui, il a prétendu que le i pouvait signifier incarnatio et en réalité, les dates qu'on trouvait en 1450 pouvait signifier année 450 après l'incarnation. C'est pas tout à fait mon analyse. C'est pas inintéressant, mais c'est pas quelque chose que je retiens parce que j'en tire pas de conclusion très pertinente. Sinon, un auteur intéressant qui a un site internet, c'est Christophe Pfister, qui est un Suisse, qui a des traductions en anglais sur son site. C'est assez intéressant sur les cathédrales qui dateraient du XVIIIe siècle en réalité. Travail en français, donc Maurice Brunet, le groupe des programmations historiques. La thèse, c'est plutôt que l'histoire et la religion ont été créées par des francs-maçons entre le XVIIIe et le XXe siècle. Les cartes et les documents antérieurs seraient en général falsifiés et tous les personnages dont parle l'histoire seraient en réalité des personnages projets. On ajoute à ça une petite théorie sur les bâtisseurs des pyramides, qui seraient l'armée napoléonienne autour de 1799 lors de la campagne d'Égypte. C'est une hypothèse qu'il emprunte au russe Davydenko. C'est pas quelque chose que je partage. Moi, je suis quelque part entre la théorie Fomenko, qui est un peu, je pense, un peu timide. C'est paradoxal, hein, parce qu'on trouve il est très volontaire, il va très loin. Mais en réalité, je pense qu'il est trop timide. Je pense que ces histoires de Mongols qui seraient venus conquérir l'Europe au XIVe siècle, qui seraient des Russes d'après lui, sont plutôt à placer au XVIIe en fait.
Mais c'est une très bonne base hein, pour bosser Fomenko. Et donc Maurice, lui, il a une théorie qui est plus radicale que la mienne, puisqu'en fait tout ça serait plus ou moins des inventions, des loges maçonniques, ce qui fait que ça devient compliqué de faire un travail historique, puisqu'évidemment tout est faux. Toutes les cartes et tous les documents qui te contredisent sont automatiquement des faux, donc on peut pas vraiment travailler à partir de ce postulat. Moi, je fais le postulat qu'il y a des faux, mais qu'il n'y en a pas tant que ça, et qu'en général, c'est plutôt une bonne idée de travailler après les documents d'époque. Ça permet de trouver pas mal de choses. Des ingénieurs russes qui s'appellent Davydenko et Kessler, qui ont été appuyés par le joueur d'échecs qui a été champion du monde, Garry Kasparov. Ils ont écrit ensemble un bouquin qui a été traduit un peu mal d'ailleurs en français, qui s'appelle Le Livre de Civilisation, qui date de 2001 et qui postule que l'évolution des techniques est en réalité linéaire. C'est pas absolument certain, hein, mais bon, après tout, c'est un postulat intéressant. Et que si on part du principe d'une évolution linéaire des techniques, on tombe sur une chronologie qui est la suivante. Le fer forgé qui permet de faire des haches et des scies date du XVe siècle, et ça a permis de faire des maisons en bois. Et ça, c'est l'âge du fer. Au XVIe siècle, on voit apparaître des briqueteries, donc des maisons en briques, les premières armes à feu. C'est l'époque de l'imprimerie, de la lithographie, et on commence à imprimer des monnaies. Au XVIIe siècle, on commence à savoir faire du béton, et on va construire désormais des maisons et des châteaux en pierre. Alors, je pense qu'il ne faut pas prendre euh, la chronologie de façon absolue, hein. Il y a probablement des petits deltas selon les régions, selon que le bois est disponible ou ne l'est pas. Et peut-être que ce qui était annoncé au XVIe siècle était possible au XVe, hein. Simplement, il faut retenir l'idée d'une évolution linéaire des techniques qui permet quand même de rapprocher pas mal de choses. C'est-à-dire qu'en gros, avant le XVe siècle, on vit dans les cavernes, hein, faut être clair. Ils ont noté aussi un certain nombre d'impossibilités techniques liées aux récits qu'on fait autour, par exemple, des Mongols qui se déplaçaient dans des yourtes posées sur des chariots roulants. Euh, alors après, c'est hyper pointu parce qu'ils sont quand même ingénieurs à la base. Ils vont expliquer que les roues à 6 rayons en opposition, ça peut pas fonctionner. Qu'on n'aurait jamais pu faire rouler quelque chose de cette façon-là. Euh, on a d'autres auteurs, des Canadiens, qui avaient aussi fait tout un addendum sur des techniques un peu bizarres. Ils disaient notamment que faire des galères à 3 rangs de rames, c'est totalement impossible, parce que quand vous êtes sur le rang des rameurs les plus élevés, votre rame elle fait 450 kilos et vous êtes totalement incapable de la bouger. Voilà, et pourtant, bah, c'est quelque chose qui est communément admis, qu'on avait 3 rangs de rameurs dans les galères romaines. Voilà, autre grand classique de la technique, ça a été popularisé par un certain nombre de vidéos maintenant disponibles en français, sur le fait que les anciens Égyptiens n'étaient pas des tailleurs de pierre, mais des mouleurs de pierre. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient le secret du béton. Certains disent que c'est la recette de la pierre philosophale. À mon avis, c'est un petit peu plus spirituel que ça, mais il y a une base un peu. Il y a une base d'ingénierie, effectivement, qui te permet de faire de la pierre artificielle. Joseph Davidovich, qui est un Français, qui avait montré en 82 que les blocs des pyramides étaient artificiels. Il avait fait faire une analyse au microscope qui montrait qu'il y avait effectivement des fibres de laine de mouton à l'intérieur des blocs pour les solidifier, comme aujourd'hui on mettrait des barres de fer, par exemple, pour le béton armé. Alors l'extension, parce que on s'intéresse surtout au bloc des pyramides, mais pensez qu'en Égypte antique, il y a aussi pas mal de vases extrêmement symétriques, d'une perfection au niveau de la réalisation. Excusez-moi. Des colonnes en malachite
extrêmement régulières et brillantes, les statues blanches avec un poli parfait. Et évidemment, c'est pas quelque chose que vous arrivez à tailler avec un burin et un marteau. En général, vous avez plutôt de la poudre de marbre que vous badigeonnez en attendant que ça sèche. Et vendre un peu l'idée que des gens ont réalisé des choses aussi parfaites avec un burin et un marteau est pas tout à fait crédible, et pourtant c'est un peu ce qu'on nous dit. Mes bases personnelles, parce que c'est là-dessus que je travaille, je suis pas tellement sur les techniques. La nouvelle chronologie russe, on va dire, c'est ma base de travail, qui ont proposé 2 versions successives. La deuxième, elle est surtout disponible en russe, et je pense qu'ils n'ont pas vraiment amélioré leurs travaux. Euh, je pense que les premières propositions étaient meilleures. Elles sont traduites en anglais. Vous avez 5 volumes de publiés. 2 existent en russe et sont en cours de traduction, je crois. Plus 22 e-books également disponibles en anglais que vous trouverez sur Amazon, par exemple. Et un certain nombre de petits bouquins en russe sur des micro-sujets, un peu des sujets nationaux, des messies de Crimée, des gens qu'on connaît pas trop par chez nous. Alors, ce qu'ils disent bien chez Fomenko Nosovski, c'est que leurs méthodes statistiques ne peuvent pas être contestées. Ils se considèrent comme très forts en maths, et s'ils ont trouvé quelque chose en stats, c'est correct. Donc, si les historiens ne sont pas d'accord avec leurs méthodes statistiques, ils les envoient chier et dire ça avait qu'à être meilleur en stats, et on en reparlera. En revanche, en ce qui concerne la reconstruction, là, ils ont des hypothèses qui sont tout à fait, enfin, qu'ils admettent pouvoir être discutées. D'ailleurs, ils ont eux-mêmes changé d'hypothèse. Dans leur première version, ils avaient un Jésus qui était né en Crimée en 1054. Et finalement, ils ont trouvé que c'était plus intéressant de le faire naître en 1152. Ils font ça avec des calculs d'éphémérides, de passages de comètes dont on parle dans la Bible, et des éclipses aussi dont on parle dans les évangiles. Je n'ai jamais trouvé ça extrêmement probant. Ça me paraît... euh, pour moi, il y a des erreurs dans leur datation des zodiaques égyptiens, et le problème, c'est qu'ils tombent sur les mêmes dates. Donc, s'il y a des erreurs sur leur datation égyptienne, je n'exclus pas qu'il puisse y avoir les mêmes erreurs dans leurs éphémérides, qui sont probablement liées au fait qu'ils croient à une astrologie solaire. Notamment s'ils ont des infos sur la Lune en Bélier. En fait, elle n'est pas réellement en Bélier, hein, puisque c'est euh, en astrologie solaire. Vous regardez pas les choses la nuit, vous les regardez le jour, ce qui veut dire qu'en réalité vous les regardez pas, puisque évidemment il y a du soleil et donc les constellations vous les voyez pas. Donc deuxième hypothèse sur laquelle il travaille, l'Église romaine est fondée lors du Concile de Trente, où elle va, à partir de là, inventer une histoire du monde. Et là, je suis assez d'accord. C'est surtout intéressant de bosser sur les conciles antérieurs, qui sont pas complètement des conciles romains, puisqu'on voit des conceptions qui sont pas bibliques, qui sont pas dans la doctrine actuelle de l'Église. Beaucoup de chrétiens à l'époque sont encore unitariens, ils croient pas à la Trinité, par exemple. C'est quelque chose qui passe pas du tout en France. Et ont décidé que l'empire mongol de Genghis Khan de 1230 était en réalité de 1330, qu'ils étaient russo-ottomans et non pas mongols, qu'ils étaient en réalité l'empire romain, et qu'ils avaient conquis 2 fois l'Europe et le monde entier. Pour moi, c'est pas l'empire romain, ils sont bien russo-ottomans, et on est encore 2 siècles trop tôt, hein. Par contre, sur le fait qu'ils soient venus 2 fois pour nous conquérir, c'est vrai. Mais pas forcément avec une armée d'occupation aussi puissante que ce qu'ils imaginent. On garde quand même une relative indépendance, hein. Autre base personnelle, le groupe Chronologie 2.0, qui nous a contactés quand ils ont commencé à publier dans le magazine Top Secret pour qu'on leur fasse un peu publicité, qu'on a fait bien volontiers. Je vous en ai cité 4 numéros, je crois qu'il y en a peut-être un 5e qui a été publié.
Le numéro 100 corrige un petit peu le 98 sur les dates. J'avais fait quelques observations d'ailleurs dont ils ont tenu compte. Pompéi, donc éruption datée de 1631. C'est pas vraiment discutable puisqu'il y a une stèle qui est présente dans la ville de Torre del Greco, qui est située juste à côté du volcan, qui parle de la destruction des villes de Pompéi et Herculanum en 1631. Du coup, ça paraît un peu compliqué de le contredire. C'est une preuve assez solide, je dirais. Mais on en trouve d'autres. On a des gens comme un Allemand qui s'appelle Tchourilov, ou Douglas Conan, qui l'a traduit en français, ont montré également que ce XVIIe siècle était vraisemblablement la bonne période pour Pompéi. Un travail sur les mégalithes aussi, qui serait en fait qui aurait été utilisé par les ingénieurs français qui faisaient de la cartographie pour réaliser les cartes exactes au XVIIe siècle. Alors, je ne sais pas si c'est pour de la cartographie, c'était une hypothèse assez audacieuse. Mais oui, effectivement, 16e, 17e siècle, ça me paraît assez vraisemblable dans la mesure où vous avez des angles, vous avez des alignements qui se trouvent à 40 jours des solstices et des équinoxes, qui correspond à un calendrier romain grégorien, avec des fêtes à 40 jours des équinoxes, que ce soit la Chandeleur, euh, Mardi Gras, des choses comme ça, sont très souvent à 40 jours. À 40 jours des équinoxes et des solstices, vous avez l'Avent, vous avez le carême qui fait 40 jours. Donc pour moi, un alignement comme ça, c'est typiquement catholique romain, et c'est pas avant la fin du XVIe siècle. Chronologie 2.0 a publié sur le compte YouTube de Rock Soccer une vidéo très intéressante. Dans l'ensemble, j'ai pas grand-chose à dire. Je trouve que c'est un super boulot avec lesquels j'ai pas beaucoup de désaccords. Alors, la nouvelle chronologie russe a un défaut, elle exploite pas beaucoup les documents d'Europe occidentale, alors que pourtant on a beaucoup de cartes qui sont anciennes et nombreuses et qui sont pas forcément falsifiées. Ils pensent que la religion est un sous-produit de l'histoire, alors que c'est un énorme champ de recherche. Et ils ont un peu tendance, comme la plupart des auteurs, à nationaliser un peu l'histoire. C'est-à-dire que pour les Russes, tout vient de Russie, pour les Bulgares, tout est bulgare, pour les Turcs, tout est turc. Et évidemment, on a trouvé une Palestine biblique en France. C'est un auteur russe d'ailleurs qui a trouvé ça, Koustalev, je crois, qui a trouvé une Palestine biblique en France. Euh, la Somme, ce serait la Samarie, par exemple. Ils ont trouvé évidemment des échos en France, puisque ça a beaucoup plu. C'est pas mon point de vue. En fait, la nouvelle chronologie russe, contrairement à ce qu'on pense, elle est trop timide, puisque vous verrez sur les cartes que les Ottomans envahissent les Grecs en 1650. C'est visible, hein, vous avez des cartes de 1640, vous avez l'Empire de Constantinople, et à partir de 1653-54, vous avez l'Empire des Turcs. Alors, plein de bases qui ne sont absolument pas récentistes. Je les ai mis tout en petit pour vous montrer un peu l'importance de ces choses-là. Francesco Carota, qui avait montré dans Jesus was Caesar, Jésus est César. Effectivement, il y a des parallèles entre la vie de Jésus et la vie de Jules César. Mais on a des gens qui ont trouvé beaucoup d'empereurs romains comme en parallélisme des évangiles. Par exemple, Joseph Atwill qui a montré dans Caesar's Messiah que Jésus c'était un mélange des empereurs flaviens que sont Vespasien, Titus et Domitien. Vous avez Alexanderson dans Creating Christianity qui a montré que Jésus était inspiré des vies de tout un tas d'empereurs romains et même d'Alexandre le Grand, avec lesquels il trouve plein de parallèles intéressants. Vous avez Timothy Frake et Peter Gandhi qui vous montrent dans The Jesus Mysteries que Jésus est une copie du Dieu des mystères païens et que donc les évangiles sont aussi allégoriques que le sont les mystères de Mithra, d'Osiris ou de Dionysos. Ceci dit, Philon d'Alexandrie avait dit la même chose de l'Ancien Testament. Il disait que l'Ancien Testament devait être lu de façon allégorique. Comme quoi, c'est pas une nouveauté qu'on a découvert au XXIe siècle. Philon étant un auteur antique, comme chacun sait.
Toujours Joseph Atwill, qui a travaillé sur Shakespeare, dans Shakespeare's Secret Messiah. Il a montré que les pièces de Shakespeare utilisent la même technique d'écriture croisée que le Nouveau Testament, avec les textes des auteurs romains flaviens, que sont Suétone, Tacite et Flavius Joseph. C'est étonnant parce que Shakespeare écrit quand même à la fin du XVIe siècle, au début du XVIIe, et on s'étonne de trouver les mêmes techniques d'écriture utilisées à l'époque du Nouveau Testament. Là, il montre par exemple qu'Apocalypse, l'Apocalypse de Saint Jean, copie la vie de Domitien racontée par Suétone. Le fait, par exemple, que les 24 prêtres du temple qui se réunissent autour du Saint des Saints, qui est également le trône du Christ, dans la vie de Domitien, deviennent des mouches qui volent autour de l'empereur de Domitien et qui sont ses grandes amies. Il a plus combien ça a d'ailes, les mouches. Enfin, je crois qu'il a 4 mouches, chacune 6 ailes, et ça faisait 24 ailes. Et effectivement, sa démonstration est assez parlante, mais bon, on se doute bien que les biographies de Suétone ne sont pas exactes. Il discute avec les mouches toute la journée, c'est pas une façon d'écrire la biographie de quelqu'un. En fait, Suétone est là pour nous faire rire et se foutre de la gueule de Domitien, et de nous par la même occasion. Donc l'original, c'est Apocalypse, c'est pas Suétone. Charles O'Neill Wilson, qui m'a fait l'honneur d'écrire sur mon blog, parce qu'il parle français. New Testament Origin. Alors, il a montré que l'Apocalypse de Saint Jean copiait la révolte des 24 prêtres du Temple en 4 avant Jésus-Christ dans les textes d'Antiquité des Juifs de Flavius Joseph. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. Anatoly Fomenko dit qu'Apocalypse est de nature astronomique. Les 24 aînés autour du trône du Christ sont 24 heures sidérales qui se trouvent autour de la constellation de Cassiopée. Jean-Claude de Zechmer, les origines occultistes de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie est héritée du culte de Mitra. Alors, je veux dire, c'est vrai. Le fait est que le catholicisme romain aussi est hérité du culte de Mitra. Ça, il ne l'a pas dit. Edwin Johnson, The Rise of Christendom. Les 2 testaments sont à gestation au XVIe et au XVIIe siècle. J'aurais tendance à penser que c'est un poil tard. Les premiers textes du Nouveau Testament sont les épîtres de Paul, mais ça, la plupart des exégètes sont assez d'accord là-dessus. Il écrit aussi The Rise of English Culture, l'histoire de la Grande-Bretagne, est en fait totalement inventé à l'époque des Tudors, avec les contes de Canterbury, de Chaucer, les chroniques de Geoffrey de Monmouth, Historia Britannorum, Fulcanelli, Mystère des cathédrales. Les cathédrales sont bourrées de représentations alchimiques, mais il n'y a rien sur la Bible. Quel culte y pratiquait-on? C'est quelqu'un aussi qui insiste sur le fait que les vierges noires sont des représentations d'Isis et de l'enfant Horus. Alors, c'est pas écrit dessus, donc je le prends pas pour argent comptant, mais c'est son point de vue. Je sais pas d'où il le tire, mais on peut s'y intéresser, effectivement. Il montre aussi que dans les demeures philosophales, que dans les maisons bourgeoises et les châteaux du XVIe, XVIIe siècle, on a aussi ces représentations alchimiques. Et là, je vous pose la question, pourquoi les cathédrales du XIIe au XIVe siècle ont-elles des représentations alchimiques qu'on retrouve dans les maisons du XVIe ou du XVIIe siècle? Probablement parce que les cathédrales aussi sont construites au XVIe et au XVIIe siècle. Alors, Denis MacDonald nous montre que le Nouveau Testament copie Homère. Bruce Loudon, l'Ancien Testament copie Homère. Bill Darlison, il y a un zodiaque dans l'Évangile de Marc. Alice Bailey, il y a un zodiaque dans les 12 travaux d'Hercule. Félix Vinci, origine baltique des contes d'Homère. Homère décrit un environnement nordique, c'est vrai qu'il fait froid. Kenneth et Florence Wood. Homère décrit les constellations et un calendrier lunisolaire. Bal Gangadhar Tilak. Les textes sanscrits décrivent la situation dans les zones polaires et subpolaires. Donc, ça serait une mythologie nordique pour lui. Alors, j'ajoute que le sanskrit, en général, est assez proche d'un patois russe. On a des spécialistes indiens de sanskrit qui disaient qu'ils comprenaient ce que disaient les Russes entre eux, les paysans russes. C'est assez surprenant.
Adolphe Granit Cassagnac, Histoire des origines de la langue française. Le français ne vient pas du latin. Abbé Jean Espagnol, l'origine du français. Le français vient du grec dorien. Alors, Espagnol, il pense que en fait, ce sont des Grecs venus de Grèce qui auraient colonisé la Méditerranée à l'ouest et nous auraient laissé leur langue. En fait, ça n'arrive pas, hein. C'est pas avec une petite colonie que vous changez la langue d'un pays. Le dorien, c'est du français oral, hein. Simplement, comme à l'oral, vous avez un peu un patois qui n'a pas de règles grammaticales à l'écrit, il vous faut une grammaire, et en fait, ils ont utilisé une grammaire grecque pour ça. Le grec dorien, c'est du patois, tout simplement. Le spartiate, par exemple, c'est du basque, c'est la même langue. Alors, comme je vous disais, 1635, plaque commémorative à Torre del Greco, sur une carte de 1570. Vous trouvez donc le Vésuve, et aussi ici, vous voyez la ville de Pompéi, à côté de la rivière sur la droite. Donc, je vous ai parlé d'André Ciruelo et Douglas Conan, repris dans le Chronologie 2.0, Top Secret numéro 107, qui donne tous les éléments pour bien montrer que en 1631, 3, je l'aime bien parce qu'il y a plein de petites îles dont on n'a jamais entendu parler. Là, j'ai Drogeo, l'île de St. l'île de Friesland. Alors, on dit que c'est une fausse île. Il l'aurait inventée, sauf qu'à l'intérieur, visiblement, il y a plein de petites localités. Ils savent où se trouvent les villages de l'île. Là, l'Islande, que nous connaissons tous, la capitale, c'est pas Reykjavik à l'époque, elle s'appelle Bergen, comme la ville de Norvège. Au-dessus, vous avez le Groenland, qui s'appelle Groenlandie, et vous avez le fleuve, hein, simplement, tout n'est pas sous la glace. Et Groenland, on rappelle que ça veut dire la terre verte dans la langue des Vikings, et qui ne se moquent pas de nous, donc c'est vraiment une terre verte, probablement, encore en 1623. Carte de Iodocus Ondius de 1640. Alors, on voit toujours l'île de Friesland sur la gauche. Sur le cercle de droite, l'île du Brésil. Et oui, avant d'être un grand pays en Amérique du Sud, c'est une île à l'ouest de l'Irlande, le Brésil. À l'époque, la constellation polaire, c'est la constellation du Dragon. On sait que l'étoile Tubagon aurait été l'étoile polaire il y a 4800 ans. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'étoiles entre Tuban et Polaris qui n'ont jamais été l'étoile polaire, donc j'ai du mal à croire à un glissement progressif. Soit vous avez un cataclysme, par exemple, qui fait que l'axe de la Terre a changé, notre étoile polaire n'est plus la même. Ou alors on a changé de convention, parce que là, comme vous voyez, on cherche la petite ours sur la représentation des constellations du pôle, on la trouve pas. On a la grande ours, on a tout un bestiaire avec le cygne, l'aurige. Voilà, mais on ne trouve pas, on ne trouve pas la petite ours, et pour cause. Je pense elle a dû être détachée du dragon probablement plus tard que ça, ou peut-être qu'il y avait plusieurs conventions qui avaient cours au même moment, parce que Ptolémée connaît la petite ours, mais visiblement Ondius ne la connaît pas, et en tout cas ne l'utilise pas. Oronce fine, 1553, description de toutes les Gaules, description nouvelle, puisque Nova. Effectivement, quand vous regardez à l'intérieur, vous avez Gallia Celtica, vous avez Gallia Narbonensis, vous avez Gallia Belgica, et tous les noms en fait qui correspondent à l'Antiquité romaine, telle qu'elle a été décrite notamment par Jules César dans la guerre des Gaules. Et en 1553, c'est la même géographie encore qu'on privilégie. Je vous fais un petit zoom. Gallia Celtica écrit en gros. Vous avez Armorique, et en dessous, dans un autre police de caractère, vous avez Teigne. En fait, c'est la fin du mot Bretagne. Les deux mots avaient cours à la même époque, visiblement. Là, on a la tribu des Séquanes, c'est Séquani en Bourgogne. Les Lémovis, les Neustries,
les Lexovis, enfin, tout ça, c'est des vieilles tribus de l'Antiquité gauloise. Et ce qu'on appelle la France, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'Île-de-France. Oui, il y a beaucoup de légendes d'ailleurs sur le moment où la France est devenue l'Île-de-France. Parfois on dit que c'est arrivé au XIVe siècle. Plus vraisemblablement, on est plutôt sur de la fin XVIe. Jusqu'à fin XVIe, le pays s'appelle la Gaule. Et ce qu'on appelle la France, c'est à l'époque surtout l'Île-de-France. Comme en témoignent des noms de villes, notamment au nord de la région parisienne, des Tremblay en France, ou des Roissy en France. Bah, c'est le nom de la région qui est resté le même en ce qui concerne ces petits villages. La ville s'appelle à la fois Paris et Lutetia. On a les deux noms également mentionnés. Vous avez à la fois Beaune et Vibracta. Je pense qu'elle n'est pas sur celle-là, mais si, ici, en bas de l'image. Beaune et Vibracta, j'ai dû le mettre en plus gros ailleurs. Une chose très étonnante, les tectosages qui sont visiblement au nord de Paris à l'époque sur cette carte. Les tectosages, c'est vraiment des gens qui voyagent énormément parce que vous les trouvez dans la région de Toulouse et vous les trouvez également dans la région de Phrygie qui se trouve en Anatolie, c'est dans la Turquie moderne. On se demande s'il n'y a pas eu une espèce de fusion, de confusion créée entre la Phrygie et la France, puisqu'on trouve des tectosages dans les deux cas de figure. C'est assez vraisemblable, hein, puisqu'en France, on connaît évidemment bien le bonnet phrygien, qui est totalement inconnu en Turquie, par ailleurs, il faut le savoir. Non, la vraie Phrygie, en fait, c'est la nôtre. Hein. Quand les Grecs parlent de Phrygie, ils parlent de la France. Ils parlent pas d'une région de Turquie. Voilà. Bon, j'ai pas mis Bibracte en gros. Par contre, vous avez ici Templum Veneris, toujours carte de 1553 de Oronce Finet. C'est aujourd'hui le petit village balnéaire de Port-Vendre qui abrite un port romain antique. En 1553, on appelait ça encore le temple de Vénus. Quoi, le catholicisme romain n'a pas encore pris dans la région du Roussillon. Très étonnant. Verbiste, qui est un cartographe néerlandais, donc qui travaille en 1636. Le millésime est ici, c'est pratique. Pour Louis XIII, il parle ici des pairs de France avec P-E-R-E-S. Alors normalement, on parle de pairs P-A-I-R-S. Donc ça, c'est probablement une déformation. À l'origine, les pairs de France, c'est des pères au sens paternité, comme de la mère patrie. C'est les pères de la mère patrie. On a toujours les vieilles tribus, les Némètes à gauche, les Nantuates. Et sur la partie de droite, toujours Gallia Celtica. On a un peu moins toujours la France, bien entendu. On a un petit peu moins de noms de tribus, mais il en reste encore. À savoir, les cartes de Verbis sont souvent très fausses. Hein. Il y a énormément d'erreurs. C'est-à-dire qu'en gros, elles ont l'air bien, mais quand vous commencez à regarder le détail, vous perdez parce que les villes sont pas du tout au bon endroit. Ce qui devrait tout dessus est en dessous, etc. Antérieur à Verbiste et parfois un peu meilleur cartographe, Cornelius de Jode, 1592. Ici, Francia Occidentalis et Gallia, c'est la même chose. C'est ce qui est inscrit dans le médaillon que vous voyez ici. Il y a aussi sur la carte une Francie orientale et qui correspond à la Franconie en Allemagne, plus ou moins. Ça correspond à peu près d'ailleurs au partage de Charlemagne entre ses héritiers. Dans le temps, c'est ses enfants, maintenant c'est devenu ses petits-enfants, voire ses arrière-petits-enfants. Ce qui fait donc qu'en 1592, selon les cartes que vous lisez, le nom de France peut désigner la Gaule ou peut désigner l'île de France. Visiblement, les conventions sont un peu à cheval. Il y en a des gens qui sont encore sur d'anciennes conventions et d'autres commencent à utiliser les nouvelles. Carte de 1671 de Pierre Duval, qui est cartographe pour Louis XIV. Le royaume de la France occidentale, dit autrement Neustrie.
Alors, Duval toujours 1704, le royaume de la France orientale, autrement Austrasie. Toujours 1674, le royaume d'Aquitaine. Là, on est un peu surpris parce qu'il nous semblait que Louis XIV était simplement roi de France. Visiblement, il y a trois royaumes. Bon, il possède peut-être les trois, mais visiblement, c'est pas de fraîche date. Il y a quand même trois royaumes dûment identifiés sur les cartes de la fin du XVIIe siècle. Déjà, il nous semblait que depuis la fin de la guerre de Cent Ans, l'Aquitaine appartenait à la France. Pourtant, aujourd'hui, il faut encore le signaler, comme si c'était un royaume indépendant. Par ailleurs, des mots comme Neustrie ou Austrasie, ça nous ramène à l'époque de Clovis, et c'est pas des termes qui normalement sont usités à l'époque de Louis XIV. Donc, est-ce que Clovis ne serait pas finalement un alter ego de Louis XIV, projeté dans la lointaine antiquité? Là, ici, vous avez Mercator 1630, la Lotharingie, le duché de Lotharingie. Évidemment, il faut traduire par Lorraine, hein. La Lotharingie n'est pas cette longue banque de terre qu'on nous a fait apprendre à l'école, qui aurait appartenu à l'héritier de Charlemagne qui s'appelait Lothaire et qui descendait jusqu'au milieu de l'Italie. Ici, la Lotharingie, c'est simplement la Lorraine et ça descend pas plus bas. Comme je vous disais, Lotharingie, Francie-Orientale, Francie-Occidentale, c'est le partage du royaume de Charlemagne au IXe siècle. La Neustrie-Austrasie, c'est le VIe siècle, même si la Neustrie existe encore à l'époque de Charlemagne. Là, vous avez une carte du début XVIe. Gérard Mercator, Espagne. La plus grande ville d'Espagne s'appelle Clunia Colonia. Alors, on nous montre des ruines romaines qui seraient les ruines de Clunia Colonia. C'est un peu surprenant parce que ça a l'air quand même d'être une ville assez costaud. En fait, si on étudie par rapport aux cartes actuelles, Clunia Colonia, ça correspond à Valladolid, qui à l'époque est une ville royale et c'est le siège de l'ordre bénédictin. Là, on nous dit la colonie de Cluny. Effectivement, Clunia Colonia, ça fait pas très romain, ça fait plutôt penser à l'ordre de Cluny. Bon, l'ordre de Cluny était-il bénédictin? On a plutôt tendance à dire qu'il est cistercien. Il y a pas mal de switch sur le nom des ordres à l'époque. Les vrais bénédictins, en fait, arrivent relativement tard. On a tendance à dire que les cisterciens suivent l'ordre de Saint-Benoît, mais en fait, Saint-Benoît n'existe probablement pas, puisque n'existe pas, puisque bénédictin, ça veut dire les bénisseurs, en fait, les gens qui guérissent avec l'imposition des mains, en quelque sorte. Benedictus, c'est l'inverse de maledictus. Enfin, c'est pas Benoît. Alors, la ville s'appelle ici Complutium, qui est la ville antique dans laquelle on a compilé la première Bible complète en 1520, qui depuis aurait été appelée Alcala. Alors, ces cas-là, pourquoi appeler cette Bible la Bible de Complutium, puisque tout le monde l'appelait déjà Alcala en 1520, normalement, puisque c'est un nom de l'Antiquité. On voit que visiblement c'était pas Alcala puisque c'est toujours Complutium. Et en plus, c'est pas Alcala non plus, puisque si vous voyez les cartes, Alcala c'est à l'est de Madrid, et ici on est à l'est de Tolède. Donc ça correspondrait plutôt à Aranjuez et pas à Alcala. Les cartes espagnoles sont très truquées. Et on ne trouve pas, et Madrid on la trouve pas. Eh ben pour une raison simple, c'est qu'elle porte un autre nom à l'époque, c'est le nom de Mantoue. Il ne faut donc pas s'étonner que les ducs de Mantoue soient très proches des rois d'Aragon, c'est qu'en général, ils habitent le même coin et on essaie de nous faire croire que les ducs de Mantoue seraient ducs en Italie, dans la ville qui s'appelle aujourd'hui Mantoue. Alors, je vais essayer de vous trouver la ville de Mantoue. Voilà, elle est là. C'est encore une petite ville, hein, c'est plus petit que Tolède. C'est plus petit que Complutium, mais c'est au milieu de la carte, hein, côté du N. Et ben ça, c'est la ville de Madrid, au début du XVIe siècle. Là, ce qu'on voit, le grand nom en latin, on voit Onen. En fait, il y a écrit Tarraconensis,
Évidemment, Tarraconensis, en latin, ça pourrait faire penser à l'Aragon, sauf que vous êtes en Castille. Et effectivement, ils ont inversé sur les cartes, depuis les cartes de l'époque, la place de la Castille et de l'Aragon. Ici, vous voyez encore le Tarraconensis qui est plus petit. Là, c'est Castilla-La Mancha, il y a plus le Léon. Le nom d'Hispania est accordé uniquement au nord de la péninsule ibérique. Vous avez Lusitania qui désigne le Portugal, Bética qui est l'Andalousie, comme dans l'Antiquité. Et la carte date de 1540. C'est attribué à Ptolémée, donc évidemment Ptolémée est un auteur antique. Euh, ce qu'ils nous disent évidemment, c'est qu'ils se sont contentés de réutiliser les noms utilisés à l'époque par Ptolémée, par grand souci de fidélité à l'auteur. Mais ça n'explique pas le Caraconensis à la place de la Castilla-La Mancha. Et ici, d'ailleurs, on trouve à la place des Catalans les Castellani. Les Castellani, donc les Castillans et les Catalans, c'est la même chose. On trouve aussi, d'ailleurs, ici la ville de Carthago-Vetus, Carthage l'ancienne. Plus bas, vous avez Carthago Nova, hein, Carthagène, qui nous fait dire que la Carthage d'Hannibal, ah bah c'est celle-là, pour une bonne raison, c'est qu'Hannibal, son nom de famille c'est Barca, et que les Barca ont donné leur nom à la ville de Barcelone. C'est la tradition qui le dit. C'est ici, Barcinone, hein, c'est Barcelone. Hannibal, on nous dit qu'il a traversé les Pyrénées et les Alpes. On nous a jamais dit qu'il avait traversé la Méditerranée. Pourtant, je vous assure qu'en venant de Carthage, en Tunisie, il faut traverser la Méditerranée, hein. Là, une autre preuve, 1656, Pedro Teixeira, qui est un cartographe portugais. Mantua Capitanorum Sive Matritum Urbs Regia, c'est la Mantoue, donc la ville des Carpétins, qui s'appelle également Madrid. Ce qui nous fait dire donc que les ducs Gonzaga de Mantoue sont en réalité des Espagnols, et que la Mantoue italienne, bah, c'est la Mantoue espagnole. Bon, il y a bien une Carthage en Tunisie, une carte de Peter Appian, Peter Benevitz, qui est un Allemand dit Appian, faite en 1535, qui correspond à l'ancien Appien, qui est le principal auteur antique à mentionner Carthage. Ici, vous avez donc Carthago Magna, le Carthaginois, la région. Que dire? Alors, vous avez des ruines de Carthage qui nous sont montrées. Enfin, c'est probablement une villa avec 3 colonnes qui tiennent encore debout, quoi. Qui sont censées être l'ancienne Carthage. En réalité, Carthago Magna, c'est simplement Tunis, et ça n'a pas bougé. La ville change de nom à peu près vers 1560, hein, quelque chose comme ça. Et la prise de Carthage par Rome, en 270, je crois, un truc comme ça, c'est la prise de Tunis par Charles Quint en 1535. Carte qui est attribuée à Gérard Mercator en 1584, toujours Carthago Magna, le Carthaginois. Et on voit une ville ici qui s'appelle Tunisa, qui est un peu au sud, qui se trouve au sud de Carthago Magna. Aujourd'hui, Tunisa a changé de nom, c'est devenu Utina, et c'est une ville romaine en ruine, qui peut se visiter, d'ailleurs, c'est assez joli. Il y a des mosaïques, notamment des villas antiques. Ça ne pouvait plus s'appeler Tunisa, puisque Tunis avait été donné à la grande ville au nord. Donc maintenant, c'est Utina. Et les ruines de Carthage, bah, elles ont été plus ou moins découvertes par Chateaubriand en 1806, juste avant qu'une équipe de chercheurs jésuites identifie le site. Alors, on a un colo de Ptolémée, puisqu'on était sur une de ces cartes tout à l'heure, qui est un cartographe peut-être bien un peu post-daté d'ailleurs, parce que je le trouve un peu tardif par rapport aux mentions qui sont faites de lui, donc qui a vécu au XVIe siècle essentiellement. C'est pas, c'est très curieux, parce il porte le même nom en fait que le Claude Ptolémée de l'Antiquité, mais il a toutes les compétences que n'a pas Claude Ptolémée, c'est-à-dire qu'il sait tout faire, il est grammairien, mathématicien. Par contre, il n'est pas géographe et il n'est pas astronome.
Or, les seules œuvres qui sont attribuées à Claude Ptolémée l'Ancien sont évidemment ses ouvrages d'astronomie et de géographie. Comme je disais, post-datés parce que les cartes d'Oronce fine sont d'un peu meilleure qualité que les siennes, et que là, 1556, vous êtes à peu près à la même époque, voire un peu après. Il prétendait qu'il était de la dynastie égyptienne des Ptolémées lui-même, ce qui est presque risible, hein, parce que les Ptolémées antiques, on se situe quand même, ils commencent à régner au IVe siècle avant Jésus-Christ, après Alexandre le Grand. Tout ceci est fort surprenant. La bataille de Lépante, qui a lieu en 1571, les flottes européennes contre les Ottomans sont totalement identiques à la bataille d'Actium, qui a eu lieu entre Rome, les navires d'Octave à Rome, et les navires de Marc-Antoine pour l'Égypte. C'est exactement au même endroit, hein. Je veux dire, Actium et Lépante, c'est la même ville, pour ainsi dire. Il y a un Marc-Antoine dans les deux histoires. Antique, Marc-Antoine est défait par Octave. Et dans l'histoire de 1571, eh ben Marc-Antonio Colonna, il est vainqueur. Là, vous avez une magnifique galéas vénitienne du XVIe siècle, qui faisait partie des bateaux engagés dans la bataille. C'est exactement foutu comme galère antique, hein. Vous avez des voiles, enfin qui n'ont pas été ici, mais il y a des fils pour les hisser. Et vous avez également une petite rangée de rames, il n'y en a pas trois, comme je vous dis, qui leur permet d'avancer. C'est donc exactement la même chose qu'une galère antique. D'ailleurs, en anglais, c'est le même mot, hein, je crois qu'on dit galaise dans les deux cas. On dit qu'il y avait aussi des galions, tu vois, un peu comme les galions de la flotte espagnole du XVIe siècle, sauf qu'on ne nous les montre jamais. Ils ne sont présents sous aucune lithographie. La raison étant que les vrais galions sont plus tardifs. On commence à en voir à la toute fin du XVIIe siècle. Ici, vous avez l'Étrurie sur une carte du XVIe siècle. L'Étrurie, c'est un pays qui existe avant Rome, hein. Rome est fondée en 753 avant Jésus-Christ par des rois étrusques. Et là, ce qui est un peu étonnant, c'est que le nord est médiéval, puisqu'on trouve la ville de Florence, on trouve la ville de Sienne notamment, et au sud, on trouve les villes antiques, enfin pas loin de Rome, qui correspondent à l'Étrurie telle que nous connaissons, avec notamment la ville de Car, la ville de Veille, le Népète, qui est bien connu des auteurs romains. Faut savoir, donc là, vous avez quand même une grande région, parce que c'est la Tuchia ou l'Étrurie. La Toscane moderne ne contient plus la partie sud, c'est-à-dire que maintenant c'est uniquement le nord, avec donc Sienne et Florence. Et l'Étrurie, en fait, est vraiment limitée à la partie sud. Parfois, on appelle aussi cette Étrurie antique l'Albanie, ce qui fait faire aussi des grosses confusions. Alors, les voisins sont également les voisins de l'Antiquité, hein. On trouve l'Ombrie, donc la population des Ombres, les Latins, les Sabins, qui ont affronté ou collaboré avec les rois de Rome dans les textes sur la fondation de Rome. Alors Fomenko, lui, il dit que Florence a une tradition qui était toujours défendue par un petit club d'érudits au XIXe siècle, comme quoi la ville aurait eu une origine slave. Peut-être slave. Moi, j'aurais un peu tendance à dire que plus que slave, j'aurais dit juive, à savoir orientale, en fait, venue de Russie. Le terme slave m'arrange pas trop parce que je tendance à penser que le mot slave s'adresse plutôt à des populations d'Europe de l'Est, donc un peu plus près de nous que les Russes. Donc là, je fais un petit zoom. Ici, Florence, donc Sienne. Et ici, comme on voit, Veii, Caire et un tas de noms, les Tarquini, donc le peuple de l'Antiquité des Tarquins.
Et là, vous avez une carte de l'Étrurie de 1812. Et c'est très étonnant parce qu'en fait, le nom d'Étrurie apparaît toujours sur la carte, sauf qu'elle désigne la partie nord, qui aujourd'hui s'appelle la Toscane. L'Ombrie a disparu, enfin, on a une partie qui s'appelle toujours l'Ombrie, mais ce qu'ils appellent la marche d'Ancône et le duché d'Urbino qui prennent une partie de ce qu'était l'Ombrie historique. Et ce qu'on appelait le Latium maintenant s'appelle la campagne de Rome. Sauf que ce qui existe en 1812 n'est plus le cas aujourd'hui, puisque l'Étrurie est redevenue la Toscane, la campagne de Rome est redevenue le Latium, ou la Lazio si vous préférez. Ce qu'on appelle la Campanie, c'est la région de Naples, et plus celle de Rome. Alors, une carte de 1575 qui montre la ville de Babylone en Égypte, qu'on appelle également le Caire. Oui, parce que dans 90% des cas, le nom de Babylone que vous voyez dans un texte, ça correspond au Caire. La deuxième ville qui s'appelait Babylone, c'est celle qu'on appelle Bagdad à partir du XVIIe siècle. On a prétendu que la seule ville de Babylone était celle de Mésopotamie. En conséquence, à partir du XVIIe siècle, et oui, elle a duré très longtemps cette ville, elle semble totalement disparaître, donc on suppose qu'elle n'est plus habitée. La raison est beaucoup plus prosaïque que ça, c'est qu'elle change de nom. C'est à partir du XVIIe siècle, elle s'appelle Bagdad. Voilà. Et les ruines qu'on nous montre, c'est probablement un Disneyland avec des fausses constructions un peu modernes, mais qui n'ont rien d'authentique. Une petite lithographie du 1600, soi-disant 1608, tirée du British Museum. La date ne me choque pas, mais bon, ça peut être un peu avant, un peu après. Voilà, et ils sont en train de construire. Voilà, puis portent pas des masques d'Anubis. Voilà, c'est ils ont la tenue, on va dire, traditionnelle des orientaux de l'époque, tout simplement, et les dromadaires, etc. Là, vous avez une petite carte du XVIe siècle, XVIIe plutôt, excusez-moi, Orbis Romanus, donc le monde romain, Seu Divisio Romani Imperi, ou la division de l'Empire romain et Distributio Utriusque Imperi, la distribution des deux empires, donc celui de l'Ouest et de l'Est, que vous voyez donc avec la césure au milieu. Et comment s'appellent les différentes divisions. Le diocèse d'Italie, le diocèse d'Illyrie, le diocèse d'Afrique, le diocèse d'Hispanie, le diocèse de Gaule. Là, vous êtes quand même un peu surpris parce que c'est des termes qui correspondent à l'Église catholique médiévale. La thèse défendue par Chronologie 2.0 à laquelle je souscris, c'est que quand on parle d'empire romain, c'est un empire basé sur l'Église catholique romaine, et donc il n'est pas fondé avant 1530 et l'apparition des premiers conciles œcuméniques catholiques romains. Alors officiellement, les diocèses, c'est très surprenant, ont été créés par un Dioclétien, qui est un empereur romain du IIIe siècle, mais qui était un empereur païen. Pourquoi il s'amusait à créer des diocèses? Probablement parce qu'il porte un nom qui ressemble, mais à mon avis, Dioclétien, non, n'a pas créé de diocèse. C'est une fake news. Sur la carte, on voit les colonnes d'Hercule, la Mauritanie césarienne, la Mauritanie Citipensis, qu'habituellement on appelle la Tingitane, la Numidie, qui est tout à l'est de l'Algérie, une région qu'on appelle le Byzantium, c'est-à-dire que maintenant on ne parle plus de carthaginois, on parle pour toute la région de Tunis. Alors ça s'appelle l'Africa d'abord. L'Afrique, c'est le nord de la Tunisie, le sud s'appelle Byzantium. Carthage est toujours là, hein, Carthage est toujours mentionné, ainsi qu'Alexandrie. Très surprenant, on peut tirer beaucoup de choses d'une carte comme ça, et comme de la plupart des cartes d'ailleurs. Une photo que m'a passée mon ami Nicolas Satireff,
Château de Fontainebleau, le buste de François Ier. SPQR, Senatus Populus Romanus. François Ier est un sénateur romain. En fait, c'est le mode d'organisation de l'Empire d'Allemagne à partir de 1648, hein, puisque les empereurs d'Allemagne sont élus par un collège de princes ou d'ecclésiastiques qui possèdent des territoires. Et on peut considérer que ce Parlement en fait qui vote est constitué de sénateurs, hein. Peut-être que l'Empire romain qu'on a vu un peu plus au sud, puisque l'Empire romain tel qu'on le voit ici n'inclut pas l'Allemagne, c'est plutôt l'Empire de l'Antiquité. Par contre, il inclut bien la Gaule. Eh ben, François Ier était le représentant, le sénateur de la Gaule ou le représentant de la Gaule pour l'élection de l'empereur. Alors ici, vous avez Legionis Biscaya et Guipuscoe Tipus. C'est étonnant parce que ça serait donc la Légion de Biscaye et Guipuscoa au nord de l'Espagne. En fait, j'ai l'impression plutôt d'avoir une région qu'une légion, ce qui me fait supposer, contrairement à Dioclétien et ses diocèses, que là on a une véritable étymologie, les régions viennent des légions. Duval, 1672, carte de l'Empire d'Allemagne, fondée en 1648. Ce que vous remarquerez, c'est qu'on a l'Empire romain sous sa forme, je dirais, antique, sur la carte précédente, qui est déjà du XVIIe siècle. Ici, vous avez l'Empire d'Allemagne qui commence à apparaître à la fin de la guerre de 30 ans. Aucune mention de l'historique Saint-Empire qui aurait été fondé en 989 par Othon Ier. Voilà, et qui aurait perduré pendant près d'un millénaire jusqu'à sa disparition en 1806, grâce aux assauts de Napoléon Ier. Ben non, il n'y a pas une carte qui mentionne un Saint-Empire. Donc il faut chercher autre chose derrière la signification du Saint-Empire. Et j'y passe beaucoup de temps, je dois dire, avec un succès un peu moyen. Je sais pas tout démêler. Si vous avez la chapelle palatine d'Aix-la-Chapelle, pardon, la partie du milieu avec le dôme est censée être du 9e siècle. Et c'est celle-là qu'on appelle la chapelle palatine. Bon, c'est un peu surprenant, vous avez un campanile qui fait assez moderne. La vraie partie intéressante, à mon avis, c'est plutôt celle de gauche. Vous avez des vraies choses très, très anciennes. Voilà, ici, musée Charlemagne à Aix-la-Chapelle, lithographie Saint-Charlemagne, empereur des Romains, roi des Gaulois. Et curieusement, il n'est pas empereur des Romains et enfin, il est pas roi des Romains et il n'est pas roi des Francs, il est roi des Gaulois. Donc, rappelez que Charles Quint, c'est d'abord, Charlemagne, par contre, c'est d'abord un Français, pas un Franc, puisque bien qu'il vive après Clovis, il est toujours roi des Gaulois. En tout cas, on a beaucoup tendance à nous dire que c'est un empereur germanique qui a été roi d'Espagne, mais visiblement, il est très français quand même. Il n'y a pas de dôme à la chapelle palatine, pardon, sur la représentation. Le clocher est gothique en pointe, alors que la lithographie est du XVIIe, hein. Vous avez des tableaux qui disent un peu la même chose. Censé être de 1576, on l'appelle à l'époque l'église Sainte-Marie. Donc en 1576, l'église Sainte-Marie n'a pas son toit en dôme, un toit gothique. 1656, grand incendie d'Aix-la-Chapelle. Toujours un toit en dôme pour la partie centrale. Un toit en clocher pour la partie centrale. Et 1711, lithographie, là, on a le fameux dôme avec le campanile par-dessus. Également au centre Charlemagne avec Aix-la-Chapelle, 1818, vue dans l'ambulatoire supérieur de la cathédrale baroque. Alors, comme vous voyez bien, ce ne sont pas des fresques byzantines, ce sont des fresques baroques en 1818. Ce qui nous fait dire que les fresques byzantines, en réalité, sont postérieures à 1818. Et
là, en fait, vous les mettez un peu échec et mat parce que il y a eu cette critique effectivement sur le dôme que j'avais mis en ligne il y a quelques années. Et très rapidement après, j'ai découvert que la page Wikipédia avait été changée. Il nous avait dit que finalement, oui, le dôme a certes été changé en 1711 à cause de l'incendie, mais les fresques, elles sont bien du 9e siècle. Elles sont authentiquement de l'époque de Charlemagne. Sauf que, comme vous voyez là, euh, les fresques, même les fresques sont plus tardives que le dôme, puisqu'elles ont été changées au 19e siècle. Erasme de Rotterdam. Alors, ce qu'on sait, c'est que Erasme, en 1516, a traduit le Nouveau Testament de Jérôme, qui était écrit en latin, en grec, en s'aidant des manuscrits grecs originels. Alors déjà, moi, je ne comprends pas pourquoi il ne se contente pas d'utiliser les manuscrits grecs originels, qui sont certainement les meilleurs, puisqu'ils sont déjà là. Pourquoi traduire, mal traduire, si c'est pour réutiliser les textes d'origine? J'ai beaucoup de mal avec le fait qu'on l'appelle Didier Erasme, comme quoi ce serait Erasme, ce serait un nom de famille. En fait, Erasme, c'est son prénom. Et comme vous le voyez ici, il se fait d'ailleurs pas appeler Erasme, mais Gérasmi. Erasme, c'est Jérôme. Erasme ou Luther, ce ne sont pas des noms de famille, ce sont des prénoms. Alors, il nous est dit que Jérôme de Stridon, alors que Erasme est de Rotterdam, a traduit en latin une Bible complète. Mais le problème, c'est que la Bible complète de Jérôme, elle est comme la Vulgate latine de Jean Hardouin, elle est totalement introuvable. On pense qu'elle existait. Erasme, lui, il n'a traduit qu'un Nouveau Testament, il n'a pas fait de Bible, sauf qu'on nous dit qu'il l'a traduit en grec, sauf que, comme vous voyez, il l'a écrit en latin. Donc, manipulation à tous les niveaux, il a en fait utilisé des manuscrits grecs originels pour les traduire en latin, et ça s'arrête là. Donc là, vous avez une lithographie de Antoine Lafrérie de 1575, qui est donc cette église importante de Rome. Vous n'avez pas le Panthéon, surprenant, et vous avez un Saint-Pierre qui est très bizarre, qui n'est pas du tout foutu comme l'actuel, hein. Et on nous dit dans l'histoire de la construction de Saint-Pierre qu'en 1585, les ingénieurs Della Porta et Fontana, le même qui travaillait à Pompéi d'ailleurs, ont terminé le dôme. On voit bien le dôme ici en forme circulaire à l'arrière, qui avait été commencé par Michel-Ange, hein, le dôme. Sauf que ce dôme que vous voyez là, c'est pas du tout le dôme de la cathédrale Saint-Pierre actuelle. C'est le dôme de la cathédrale de 1585. Et là, on se retrouve devant une espèce aussi de micmac pas possible. Ici, vous avez la basilique de Constantin à droite qui est censée avoir été construite au IVe siècle, à l'époque de l'empereur Constantin, qui fait quand même assez moderne, hein, vous me direz. En 1506, elle a été plus ou moins détruite. Voilà. Elle devait être dans un mauvais état. Elle est reconstruite sous le pape Jules II. En 1526, Charles Quint, qui assiégeait la ville, voilà, a décidé de rentrer dans la cathédrale Saint-Pierre et de la profaner, hein. C'est pas vraiment des choses qui sont de la part d'un souverain catholique, mais enfin, l'histoire dit qu'effectivement il s'est permis des choses pas du tout recommandées dans la cathédrale Saint-Pierre en cette année 1526. Vous avez un curieux parallèle, puisqu'en 1606, vous avez un autre architecte qui s'appelle Manerno, qui reconstruit la croix latine, qui reconstruit la basilique, mais en forme de croix latine. Et en 1626, donc toujours 100 ans après, vous avez une consécration qui a été faite de cette nouvelle basilique pour qu'elle puisse être à l'usage du public. Et là, on est quand même un peu surpris parce que cette reconstruction en croix latine correspond tout à fait au dessin qu'on a de la basilique de Constantin.
Donc mon idée, c'est qu'à l'origine, le temple qui est construit en 1506, c'est celui-là, avec le dôme circulaire. Ici, enfin, peut-être pas 1506, d'ailleurs les parallèles sont un peu trop, à la centaine d'années près, sont un peu trop forts. Là, vous avez la reconstruction en croix latine, et ce que certains ont considéré comme une consécration en 1626, évidemment, est considéré par une profanation par d'autres. Ça dépend du point de vue où on se place. Et la basilique baroque actuelle, elle doit dater de la fin du XVIIIe siècle, puisque c'est à peu près à cette époque qu'on la voit apparaître sur les dessins qui la concernent. Là, vous avez la ville de Paris sur une carte de 1550 de Sébastien de Münster. J'ai pris la version en latin, elle existe dans plusieurs langues. Donc c'est Lutetia Parisiorum Urbs, donc Lutèce, la ville des Parisiens. Voilà, donc en B, vous avez le Palatium Regis. Sauf qu'en B, vous êtes sur l'île de la Cité. En fait, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le palais de la Cité, qui était le palais de justice, on n'est pas si longtemps. Sauf qu'on est en 1550 et on nous dit que le Louvre a été construit pour les rois de France à partir de 1350. On est un peu en retard. On est un peu en retard. En D, vous avez quelque chose qui s'appelle le Summum Templum et qui correspond à Notre-Dame. Sauf que c'est pas du tout Notre-Dame, c'est autre chose. Vous avez un clocher du milieu qui dépasse les deux clochers du côté. Donc la cathédrale actuelle ne peut pas être du XIIe siècle puisque au XVIe siècle, elle n'est pas encore construite. À côté, ça c'est une remarque un peu personnelle puisque je suis un peu intéressé par le monde des hôpitaux. Je ne l'ai pas mis à l'écran, mais on nous dit que l'Hôtel-Dieu est le premier grand hôpital parisien. A été créé au VIe siècle. Sauf que sur cette carte de 1550, il y a un grand hôpital Saint-Marie, Saint-Méry aujourd'hui au quartier, qui se situe rive droite. Et sur l'île de la Cité, où se situe l'Hôtel-Dieu, vous n'avez pas d'hôpital. Donc il est postérieur, et quand on vous dit 6e siècle, il faut certainement comprendre fin du 16e, voire 17e siècle. C'est d'ailleurs tout à fait ce qui apparaît vu l'architecture de l'Hôtel-Dieu, qui a effectivement ce style assez typiquement romain, assez appréciable, c'est assez joli, moi j'aime bien. Donc une carte de 1567, toujours de Paris. Le Palais Royal en 37, c'est toujours sur l'île de la Cité. Et Notre-Dame a encore changé de tête. Il y a 4 entrées au lieu de 3. Enfin, c'est vraiment très surprenant. Enfin, c'est pas celle qu'on vous a montré avant. Peut-être comme elle était un peu simple, on va considérer qu'elle était stylisée et que là on a quelque chose qui s'approche plus de ce qu'elle était à l'époque. Mais en 1567, c'est toujours pas la Notre-Dame qu'on connaît. Alors, de 1550 à 1600, on a beaucoup de cartes en fait qui représentent la Notre-Dame actuelle. Sauf qu'il n'y a pas la date sur la carte et qu'elles correspondent à peu près toutes à une carte qui, elle, est datée, c'est celle de Quesnel en 1609. Ce qui, moi, me ferait dire que Notre-Dame aurait été construite entre 1567, à l'époque où on voit une église comme celle-ci, et 1609, où elle s'est transformée en la nouvelle église que nous connaissons. Et je vous remercie, j'ai fait le tour de la question. Il y a beaucoup de sujets à aborder à travers le récentisme, et je pense que c'est bon pour ce soir. En toute sincérité, Didier, je pense que en une heure et demie de conférence, oui, c'est bon pour ce soir. Je pense qu'on en a plein la tête. Je crois que j'ai jamais vu une conférence avec autant de détails et de travail fait de la part d'un intervenant. Je te remercie beaucoup. Alors, c'est quand même une théorie qui retourne la tête, pour tout te dire, qui retourne la tête parce qu'à la fois on se dit, bien sûr c'est probable parce que on s'aperçoit, moi j'ai eu vent par exemple que il y a des
il y a des archéologues, des historiens, des choses comme, des gens comme ça qui, au 19e siècle, au 20e siècle, voire même plus récemment, ont inventé des choses. Hein. Je pense à la cité minoenne, pardon, qui a priori n'a jamais existé en Grèce. Hein. C'est un archéologue qui avait été, je ne connais pas trop bien l'histoire, mais qui avait été dépêché sur une île grecque et qui, comme il trouvait rien, il a embauché des maçons, puis il a inventé des, des ruines. Je pense au pays, euh, le Honduras, si j'ai bonne mémoire, ou le Salvador. Je crois que c'est le Honduras qui a, qui a fait reconstruire une pyramide Inca, soi-disant Inca, à un endroit beaucoup plus touristique. Je pense aussi au brontosaure qui, a priori, quand on a mon âge, on a appris à l'école l'histoire des dinosaures, etc. Et le brontosaure, c'était le plus grand, qui mangeait de l'herbe, etc. Et aujourd'hui, on sait que ça a été une fake news, etc. Bon, en tout cas, on s'aperçoit que dans l'histoire, il y a beaucoup de fake news, beaucoup, beaucoup. Euh, Notamment parce que sans doute, dans des siècles antérieurs, on gagnait de l'argent à découvrir des choses. Donc peut-être ça a participé à, à ce que certaines personnes soient aient envie de construire des fausses découvertes, etc. Moi, je vois tout le travail que tu as fait d'archivage, de recherche concernant les vieilles cartes, euh, les doublons dans l'histoire, etc. On est en droit de se poser la question. Et aujourd'hui, je ne suis pas très étonné. Si aujourd'hui, j'apprenais de façon officielle, alors je dis de façon officielle parce que entre nous, c'est pas que j'y crois à moitié, c'est que en réalité, j'espère ne pas y croire. C'est presque de cet ordre-là, de l'ordre du déni. On nous aurait menti à ce point, quoi. Tu vois. D'ailleurs, j'avais envie de te poser la question, Didier, comment on fait pour vivre et être un être humain accepté de notre société aujourd'hui, avec tout ce que tu as découvert. Comment tu fais, toi, intellectuellement? Non, mais je te rassure, tout le monde s'en fout. Hein. On est à une époque de loisirs où les gens cherchent des loisirs et des distractions. Euh, Même, je dirais, leur culture de base, ils y sont de moins en moins attachés. C'est-à-dire qu'on peut un peu leur imposer n'importe quoi et leur dire que c'est leur culture, qui va remplacer l'ancienne, qui est devenue obsolète ou qui avait des défauts. Était patriarcat, était peut-être raciste ou je ne sais quoi. Voilà, mais c'est très facile de faire de l'ingénierie sociale. On a quand même de grands spécialistes qui sont aux manettes aujourd'hui. Moi, je tendance à penser qu'on peut imposer aujourd'hui à peu près n'importe quoi aux gens. Hein. C'est un constat un peu cruel. Je dirais dans les temps anciens, euh, les gens s'en foutaient aussi, mais parce qu'ils étaient surtout occupés à bouffer, à chercher à bouffer. Et on va dire dans la survie au quotidien. Mais si c'était venu à perturber justement cet équilibre qu'ils avaient réussi à atteindre, là, ils pouvaient devenir vraiment un peu agressifs. Je pense pas que tu remettais comme ça en cause les pratiques religieuses au milieu du 19e siècle sans te mettre la population à dos. Aujourd'hui, c'est plus trop gênant, hein, je dirais.
Les gens ne savent même plus d'ailleurs ce qui est dans la doctrine et ce qui est hérétique. J'en sais pas forcément beaucoup plus qu'eux d'ailleurs. Quand on se plonge dans les textes, on est parfois un peu surpris. C'est qu'on se rend compte que déjà tous les textes de l'évangile, des évangiles se contredisent. Matthieu écrit contre Marc, Jean écrit contre Marc et Matthieu. Les épîtres de Paul contredisent ceux de Pierre. Ça c'est assez prodigieux. Et en fait, on se rend compte que c'est une compile de gens qui représentaient des groupes différents, qu'on a cherché un peu à faire cohabiter les uns avec les autres. Euh, si on n'est pas attentif, on ne sait pas, on ne sait pas qui pensait quoi. Faut savoir que Matthieu, par exemple, il estimait qu'il était indispensable de suivre la loi juive et de se faire circoncire quand on était un homme. C'est pas dans la doctrine catholique romaine, et pourtant l'évangile de Matthieu, il est dans le Nouveau Testament. Il y a des choses aussi très, très surprenantes qui sont entièrement tirées des doctrines johannites, mais que vous trouvez pas chez Marc, comme la résurrection des corps, par exemple. C'est une doctrine qui vient de Jean. Marc n'a jamais promis ce genre de choses-là. Et aujourd'hui, je sais pas qui parmi les catholiques sait qu'il est en train de réciter une doctrine johannite quand il dit je crois à la résurrection des corps. Parce que c'est des choses qui se disent en liturgie. Et selon les passages, d'ailleurs, certains éléments de la messe sont plutôt pris à Marc, plutôt pris à Jean. Ils se contredisent un petit peu entre eux. C'est très, très amusant de faire le parallèle. Ça mériterait d'ailleurs certainement de faire une vidéo à part. Moi, je te remercie de tout le travail que tu as fait. J'invite tous les éventuels détracteurs, parce que j'imagine et j'espère même qu'il pourrait y en avoir. Je fais partie des gens qui ont envie de savoir, tout simplement, et qui, pour le coup, se disent, ton discours est un discours à écouter, et Oui, non, mais aussi s'ils disent ça, c'est pas des entendre. détracteurs. Je suis sûr que les détracteurs, c'est des zététiciens de base, dans le mauvais Non, sens mais du terme. je parle pas de cela, Didier. Je parle pas de cela. Tu sais, on est une époque où il y a beaucoup de gens qui sont contre parce qu'ils sont juste pas pour. Euh, Oui, donc non, à mais partir de là, des gens, moyennement, moyennement formés d'un point de vue, je veux dire, connaissance sur le sujet, s'estiment fondés pour partir l'arme au clair, pour tailler dans les prétentions de ces imbéciles qui prétendent refaire l'histoire et toute une discipline. En général, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'arguments pertinents. Disons qu'ils sont plutôt dans l'idée de renverser la charge de la preuve, c'est-à-dire qu'ils te demandent de répondre à absolument toutes les micro-histoires qui pourraient dénicher sur n'importe quel sujet et de refaire la reconstruction devant leurs yeux. Et, quand je réponds, je suis désolé, moi je ne travaille que sur les sujets que j'ai choisis et on n'est pas en mesure de répondre à toutes les informations qui ont été produites par tous les groupes locaux qui s'y attelaient. Que je suis assez d'accord finalement avec des programmations historiques. Il y a certainement effectivement des groupes d'historiens locaux qui se sont attelés à faire en sorte que l'histoire locale arrive à s'arranger plus ou moins avec l'histoire globale pour la faire suffisamment longue. finalement, on s'aperçoit que quelquefois, tout n'est pas si clair que ça, quoi. La preuve en est ce soir avec tout ce que tu nous as exposé. Alors, il est évident que dans tout ce que tu nous as exposé, justement, il faudrait faire une pause sur chaque slide que tu nous as proposé pour fouiller à chaque fois, écouter ce que tu dis, aller voir sur Internet. Aujourd'hui, c'est un des meilleurs endroits pour trouver
des choses, et puis essayer d'apporter, De pourquoi moins en pas, moins Internet, hein. Pardon. Internet, on trouve de moins en moins. J'avoue qu'il y a des choses qui finissent par disparaître. Bon, stockez bien. Si vous avez des bonnes vidéos ou des bonnes lithos, des bonnes cartes d'antiquité ou de l'époque Renaissance qui vous semblent intéressantes, vous les gardez, vous téléchargez, vous mettez ça dans un coin de votre ordi. Ça peut toujours servir. Vous n'êtes pas sûr de Alors, les retrouver par la suite. bref, en tout cas, sur Internet, c'est sûr qu'aujourd'hui, on donne accès à des gens qui sont surpuissants de un jour pouvoir appuyer sur un bouton et puis effacer l'histoire de l'humanité. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui reste? Une, voire deux, éventuellement trois générations pour changer complètement l'histoire de l'humanité. Ouais, je Et suis d'accord. c'est peut-être un petit peu ce qui s'est passé du temps des livres, hein, quand on a brûlé des livres au maximum. Et puis, comme tu disais si bien, 99% de la population, il y a 300 ans, se foutait complètement de savoir si on était issu des Mérovingiens, des Romains ou des Turcs. Ils n'avaient qu'une ambition, c'est de bouffer tous les jours, quoi. Donc, Il y a une fraction d'intellectuels. Je veux dire, ils n'avaient pas la télé, donc ils avaient que les bouquins pour s'occuper, certainement, pour ceux, ou la gaudriole, je ne sais pas. Mais ouais, pour ceux qui savaient lire, Didier, pour ceux qui savaient lire. je te rassure, Eric, il n'y a pas de difficulté à se faire accepter quand on a ce genre d'intérêt. D'abord parce que je suis pas historien de métier. Et ensuite parce que tout le monde s'en fout. Enfin, faut être sérieux, c'est pas un sujet aussi sensible que d'autres. Je dirais, globalement, il y a certainement les historiens et les gens qui ont une culture d'histoire de France, peut-être un peu conservatrice, qui vont y être totalement opposés. Une énorme masse de gens qui s'en fichent complètement. Et je dirais entre deux, des gens qui n'ont pas de base historique et qui sont un peu intéressés, mais pour lesquels il ne faut pas que ce soit trop compliqué non plus. Donc il leur faut, je dirais, un récentisme simple avec des concepts faciles à expliquer. Et malheureusement, quand on commence à plonger dedans, il faut savoir que des sources primaires, il y en a quand même énormément, il y a énormément de matière à explorer et on n'a vraiment pas fini. Donc je dirais des gens prêts à se lancer là-dedans, à y consacrer du temps. Il n'y en aura pas, probablement pas beaucoup. Et à l'extérieur, il n'y a pas beaucoup de gens qui attendent quelque chose, qui en attendent quelque chose. Donc, soyons clairs, le récentisme n'a aucun avenir. C'est uniquement pour les gens que ça intéresse, et c'est très bien comme ça. C'est très intéressant, franchement. Alors, il n'y a pas une histoire d'adhésion, d'adhérer à cette théorie ou de ne pas adhérer. Tu es là pour poser des questions. Nous, on est là pour t'accueillir et poser des questions aussi, hein. Ça fait partie de notre du challenge qu'on s'est donné avec l'association Les Padipati. Je te remercie vivement de ton intervention ce soir et j'espère que ça aura un intérêt pour beaucoup de monde, un maximum de monde. Voilà. Écoute, je te remercie. Et écoute, je remercie l'association sur les Padipati de cette invitation.